Avant de lancer ce panel, on va lancer avec la technique, avec l'appui du service technique, le petit reportage de Sylvie qui introduit ce panel. Le président Jean-Ping. Le président Jean-Ping. Le président Jean-Ping. Le président Le président Jean-Ping. Président Jean-Ping. Président. C'est nous. Become a décidé de ce changement d'abord. C'est Yaping. C'est Yaping. Merci. Il faut qu'il y ait deux véhicules devant et chacun doit avoir une bouteille d'eau en main au cas où il y aurait des bombes lacrymogènes. Une bouteille d'eau en main. Ali, 648, Ping 48. Idiot! Ils sont! L'eau cuit maintenant pourquoi? L'eau cuit. Voilà comment on traite ses électeurs. Quand on est content d'avoir gagné l'élection. Ali a volé et les bongos toutes nos vies. Oui. Chacun parmi nous, il a volé nos vies. Nous n'avons pas de vie. C'est vrai. Mais supportons les quelques heures qui feraient que, passer un certain temps, la communauté internationale intervienne. Il faut montrer les vraies images. C'est bon, Maxime. On vous dit que le oui, il ne faut pas dormir. Ne faites pas les jeux. Reste avec nous. Regarde les jeux. Il ne faut pas qu'ils dorment. Ils sont en train de revenir. La police tire sur les Gabonais. J'attire des victoires, j'attire l'attention de l'opinion nationale. Ils tirent des balles réelles sur les Gabonais. Les propres agents de police, les forces de police, ils tirent des balles réelles sur nous. Ils veulent nous tuer. Oui, on voit. Ça devait sortir. Ici, là. Tu t'appelles comment? Hein? Comment? Soraya. Sorel. Sorel qui? Sorel qui? Non, n'appuie pas. Lui, là. Il doit forcément aller à l'hôpital. Ici, nous, on ne peut rien. Voilà, ils ont désalgué les gens ici. Là, j'ai une construction privée. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec ces pinces. Ça, c'est un passeport. Un passeport, ouais. Moi, mon petit frère, il a été enlevé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à là, je ne sais pas, ça fait 3 jours. Je ne sais pas là où il est. Depuis qu'ils l'ont enfermé, ils l'ont amené, on ne sait pas. On aurait eu des informations qu'ils sont tous à DGR, fermés à DGR. Et torturés matin et soir.
Pour commencer ce panel, je voudrais qu'on fasse une petite expérience ensemble, tous ensemble. Parce que ce 31 août est une date qui nous lie tous. Quand je rentre en résistance pour le Gabon et que j'ai des interlocuteurs, souvent je fais le parallèle avec le Bataclan. En disant qu'au Bataclan, il y a eu 138 morts, et sur ces 138 morts, ça a touché au bas mot 3 millions de personnes. Au QG de Jamping, il y a au moins 500 morts. On en a pu dénombrer un certain nombre, les identifier, mais il y a beaucoup de disparus. Alors avec vous, pour commencer ce panel, je voudrais d'abord savoir, et j'aimerais que ces personnes se lèvent, en premier lieu, que les personnes qui connaissent ou qui ont connu quelqu'un qui est mort au QG de Jamping se lèvent. Je voudrais maintenant que les personnes... Non, restez debout s'il vous plaît. Que toutes les personnes qui sont déjà levées restent debout. Je voudrais maintenant que les personnes qui connaissent quelqu'un qui a connu une personne qui est mort au QG de Jamping se lèvent. Je ne crois pas me tromper en disant que pratiquement tous les Gabonais qui sont dans cette salle, il suffit de vous regarder entre vous. Tout Gabonais connaît quelqu'un qui au moins connaît quelqu'un qui est mort au QG de Jamping. Et c'est pour ça que ce 31 août 2016, par ce fait dramatique, une nation est née. Une nation qui naît à travers un drame. Et je souhaiterais que ceux qui sont restés assis se lèvent avec nous en communion et que pendant 1 minute, par le silence, nous rendons hommage à tous ceux qui sont morts au QG de Jamping. Je vous remercie. Une minute, c'est long. Maintenant, je pense que vous pouvez vous asseoir. Mais vous pouvez imaginer toutes les minutes, toutes les secondes où tous ces martyrs, où toutes ces personnes qui ont vécu au QG de Jamping, toute l'angoisse, toute la peur, tout le désespoir, toute la rage qu'ils ont vécue. Aujourd'hui, avec moi, j'ai 3 panélistes, dont 2 que je connais bien, parce que j'étais avec eux au QG de Jamping. Et si vous voulez bien, je vais commencer par Johan. Je crois qu'on connaît son histoire, il l'a déjà raconté, ce qu'il a vécu, l'aide qu'il a apportée aux blessés qui étaient encore en vie au QG de Jamping. Il est lui-même une victime du 31 août 2016. Beaucoup de personnes oublient, alors qu'ils ont vécu ce drame, qu'ils sont victimes. Et Johan, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous racontes particulièrement ce que tu vis au moment où tu es arrêté, libéré, et finalement tu es une victime, mais on ne te donne pas le droit d'être victime. Alors comment, par tes actions, par ta lutte, comment tu le vis,
ce non-droit aux victimes? Et que faut-il faire pour que ce 31 août soit fondateur de toute la résistance des citoyens gabonais? Bah écoutez, juste avant de te répondre, je vais prolonger ton exercice si tu n'y vois pas d'inconvénient. Simplement parce qu'il se trouve qu'il y a des victimes, donc celles et ceux qui ont malheureusement disparu, pour la plupart d'entre elles sous nos yeux, et nos regards somme toute impuissants. Mais il y a aussi des victimes qu'on pourrait appeler d'ailleurs, et on pourrait prolonger la discussion là-dessus, des patients, dont j'en suis. Parce qu'on est victime, mais on ne guérit pas, en tout cas forcément, pas tout de suite de ce genre de blessures. Et donc j'aimerais, avec votre permission, et avec tout le respect que je vous dois, qu'on refasse une autre minute de silence en se levant, s'il vous plaît, pour d'autres victimes qui, elles, pour le coup, ne sont peut-être pas mortes physiquement. Pascal Ouyugou, Landry Amia Washington, Crépin Dieke, et j'en oublie peut-être Patrice Oyari, Privat Ngomo, qui n'a fait que lire un discours devant l'ambassade de France. J'aimerais effectivement, avec votre respect, bien entendu, qu'on leur accorde aussi une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie. Pour répondre à ta question, je dirais qu'en fait, nos prédécesseurs ont plus ou moins déjà abordé la réponse à ta question. À l'état de droit. La base, c'est l'état de droit. Parce que dans l'état de droit, on respecte tous les droits, et sans faire un cours de droit ici, on respecte le droit de chacun à disposer de son corps. On nous a tiré dessus. On a tiré dessus, on a tiré sur ces jeunes gens, alors qu'ils ne l'avaient pas demandé. Donc on a violé leur intimité, on a violé leur corps. Et moi je pense qu'effectivement, puisque c'est le sujet, le Gabon face au défi d'avenir doit se concentrer sur la place qu'on accordera aux citoyens. C'est pas pour parler de moi, je suis entrepreneur, et je suis rompu à donc tout ce qui est CRM, tout ce qui fait un peu de marketing, Customer Relationship Management. Et dans le marketing, on parle beaucoup, quand on fait les analyses, on parle beaucoup de Customer Centrics. C'est-à-dire qu'on met le client au centre de la stratégie. On parle donc des besoins du client pour arriver à l'offre du client. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu te balades sur un site internet et que tu reviens sur un réseau social, tu vois des pubs qui viennent parce qu'il y a des algorithmes qui sont allés capter tes potentiels centres d'intérêt. Moi, je verse donc dans l'opinion gabonaise publique un nouvel élément de langage. Je propose, modestement, que nous parlions désormais de citizen centrics. Que toutes celles et ceux qui ont l'ambition de s'occuper de la vie politique du Gabon pensent à mettre le citoyen gabonais au cœur de leur stratégie. Au cœur de leur stratégie. Et donc de partir de nos besoins à nous. Merci. De partir de nos besoins à nous pour nous proposer une offre politique. Et c'est tout l'intérêt en ce qui me concerne, parce qu'il faut bien rapidement qu'on comprenne pourquoi je me retrouve au QG. C'est tout l'intérêt du programme que, comme beaucoup de Gabonais, en tant que citoyen, j'ai accordé un Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Parce que moi, ça m'a parlé, effectivement. Parce qu'on a peur au Gabon. On a peur des crimes rituels. On a peur de se faire braquer. On a peur de se faire arrêter. Les fonctionnaires ont peur de ne pas avoir leur fin de mois, les salaires, alors qu'ils ont des charges familiales. Pardon pour la digression, mais en effet, on a peur. Nous ne sommes pas donc à l'abri de la peur. Pareil, mais on a faim au Gabon. Nous, les entrepreneurs gabonais, pour jeunes que nous sommes, on n'a pas accès à la commande publique. Je prends une perche au prochain débat, je pense qu'on parlera un peu business. On n'a pas accès à la commande publique, alors qu'elle est censée, pour les PME, nous permettre de soutenir l'activité économique du pays. C'est pour ça que les pays qui décollent, ce n'est pas un secret, ont des tissus de PME dynamiques, soutenus par l'État. Un État organisé, un État où le marché s'autorégule. Donc, c'est pour ça que être à l'abri du besoin aussi m'a parlé. Et c'est en ça que je crois que la calmie, la paix reviendra entre nous lorsqu'on aura fait ce retour sur nous, sur la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé le 31 août? Pourquoi ces gens ont voté le 27? Pourquoi ils ont voté contre? Pourquoi est-ce qu'on a voté contre avant de devenir des victimes?
Parce que tout l'enjeu n'est pas de demeurer dans une posture de victime, mais de se battre, de pousser pour que les choses s'améliorent pour l'avenir. Et donc là, j'ai répondu à peu près. C'est d'ailleurs pour ça qu'à trop, c'est trop. Nous espérons porter ce projet que nous avons, celui du statut de la victime. Il faut qu'en Afrique, et que particulièrement au Gabon, pour faire l'exemple, ce soit une loi. D'ailleurs, nous l'avons proposé au président Jean Ping, qui l'a comprise et approuvée, et on s'en félicite. Il faut qu'au Gabon, l'Assemblée nationale délibère et vote une loi, pour que ce soit adossé sur quelque chose de périn, une loi qui protège le citoyen lorsqu'il tombe sous le coup donc, du statut de victime. Et je finis par là pour ne pas monopoliser la parole. Voilà ce qui vient de nous arriver à Ndjolé, pour nous éloigner un peu de ces éléments tristes. À Ndjolé, des gens sont sous les eaux. Ce sont des victimes. Ce n'est pas des matelas dont ils ont besoin, puisque pour le coup, ils ont les pieds dans l'eau. Où les mettront-ils ces matelas qu'on leur a apportés? Ce n'est pas ça. Par contre, ces victimes, comme nous, ont besoin d'une reconstruction psychologique. Moi, j'y ai eu accès pendant 1 an ici, chaque semaine, parce que j'ai pu être en France. Le Quai d'Orsay m'a mis tout de suite à disposition cet accompagnement. Mais combien de mes amis ont eu droit? Ceux qui sont restés au Gabon, aucun. C'est de ça dont nous avions besoin. C'est de ça dont nous avons besoin quand ces enfants-là qui criaient, qui hurlaient, s'accrochaient sur nos pieds, sur nos pantalons. Moi, j'en avais des griffes. Parce que certainement, dans un dernier espoir de vie, ils pensaient que nous pourrions nous les sauver. Alors que nous étions nous-mêmes dépourvus. Donc je pense que c'est ça. Il faut faire évoluer le pays vers le citoyen au centre de l'action politique, avec tout ce que ça va générer, de mon humble point de vue, comme droits et devoirs envers l'être humain. L'être humain. Voilà. Merci. Souvent le massacre du QG de Jean Ping a été sous-estimé, alors comme tu le dis très justement, il faut qu'il y ait vérité et réparation. Pour qu'il y ait réparation, il faut d'abord savoir qui sont les coupables. Et là, je me tourne vers Jamel, qui était aussi au QG de Jean Ping. Et je voudrais lui poser cette question très simple, parce que je pense, et il me l'a dit, qu'il a des réponses. Qui est le responsable? Et pourquoi c'est lui le responsable? En regardant tout à l'heure ce reportage, j'ai replongé dans... En fait, mon corps et mon esprit sont repartis dans ce bâtiment-là. Et moi, j'étais avec Igor. Je pense qu'Igor est dans la salle du coin. On était avec Igor et on était avec un jeune qui est toujours en prison aujourd'hui, Léo. Et... en fait, personne parmi nous ne croyait à ce qu'on voyait, en fait. On ne croyait pas, en fait, c'était irréalisable, c'était même pas envisageable, en fait. On se disait, non, c'est une blague, non, c'est juste moi, je suis un gros gamer, je joue aux jeux vidéo, je me disais, oh, c'est Call of Duty, c'est juste une répétition. Et après, il y a une image où en fait, que je prenais avec le téléphone qui a été diffusé dans le reportage, un sniper qui était au sol, en fait, qui ne voulait pas qu'on voit ce qui se passe. Mais quand il a tiré, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire par la fenêtre? Et en voulant répondre, mais je filme, la balle est passée à travers, en fait. Donc j'ai vu ma mort et à cet instant-là, j'ai perdu mon innocence, en fait. Et à partir de là, je me suis demandé, mais c'est pas possible, mais comment on a fait pour arriver là? Qui sont ces personnes-là? Et ça a été un travail de recherche. Nous, on a été emprisonnés avec des éléments de la garde républicaine qui avaient été arrêtés par les bérets rouges. C'était ces éléments-là qui, durant la marche, poignardaient la foule. Et les bérets rouges n'ont pas apprécié, ont arrêté ces personnes-là. Et elles nous ont dit, on va nous charger, mais nous, on va vous dire, votre assaut, là, il n'y a qu'une seule division qui peut mener ce genre d'opération. Une seule qui a assez de matériel et les ressources pour le faire. J'étais avec, comment dire, avec des éléments, des éléments qui travaillent avec M. Barrault. Ils nous ont dit c'est la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle. C'est un groupe, un corps de 50 personnes. Et ce corps ne répond qu'au président de la République. Ce corps est composé de Gabonais, d'étrangers, mais voilà, un même type de personnes, des personnes originaires des Antilles et autres.
Ils nous ont dit, ces gens ont un mode opératoire, ces gens viennent avec telle voiture, ces gens viennent à 20, ils ne se baladent pas. Et j'ai revu en fait, des gens qui n'avaient pas assisté à l'assaut du QG, m'expliquaient étape par étape. Donc, ils vont commencer par les fenêtres. Ils ont des béliers pour ouvrir les portes. Et je revoyais, je revivais la scène où nous étions au 4e étage. Ils ouvraient. Vous n'ouvrez pas, on va vous massacrer, on est venu pour vous. C'était ça les mots de ces gens en fait. Donc, ils avaient en même temps les armes, mais ils jouaient en même temps sur notre psychologie. Et après, j'ai entendu beaucoup de gens dire oui, c'est les mercenaires importés, c'est les... Non, je dis non. Si on dit que c'est les mercenaires, alors on excuse les responsables, les véritables responsables. Donc pour moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire mercenaires. Il faut qu'on arrête de dire que oui, on a pris des gens ailleurs au Niger. Igor était dans une baignoire, par exemple. Voilà, il était dans une baignoire, il était avec son téléphone. Le monsieur est passé juste devant lui. Il était prêt à le tuer. Il dit ah non, non, moi je ne suis pas au QG. Comme dans ce bâtiment, il y avait une agence comptable. Je suis comptable. Il dit ah ouais, t'es comptable? Donne-moi ton téléphone. Je continue. Et le gars a continué. Mais en fait, ces gens étaient venus pour une chose. Ils étaient venus pour envoyer un message. Et je pense que aujourd'hui, ce message, nonobstant ce que je peux dire peut-être, ce message il est passé. Parce que même moi j'ai été traumatisé. Et aujourd'hui encore, à 2 h du matin, je ne retrouve plus le sommeil chez moi. J'ai ce marqueur-là en fait. Je revois l'assaut, je revois les cris, j'entends les gens pleurer. Et c'est là en fait, ça va faire 3 ans. Mais c'est là parce que ce message est passé. Mais je pense que ce message n'a pas eu l'impact qu'il était censé avoir. C'était de nous décourager. Mais si on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas gagné. Yes. Ils n'ont pas gagné. C'est important de le dire. Malgré l'assaut du QG, malgré ce qu'ils ont pu nous faire vivre, parce qu'on a vécu un cauchemar cette nuit-là, ils n'ont pas gagné. Ce cauchemar a été un ciment, quelque part. C'est dramatique, mais ça a été un ciment entre les Gabonais, entre les citoyens gabonais. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord, et je reconnais. On nous a arrêtés autour de midi, on nous a transférés au Gros Bouquet. Au Gros Bouquet, il y avait 1000 personnes à l'extérieur. Et les généraux étaient alignés au premier étage en haut, en fait, nous on était dans la grande cour, et les Gabonais se sont mis en tenue nationale. On avait l'impression que le bâtiment tremblait. Donc nous, quand on est arrivé, on avait des gendarmes qui nous menaçaient d'ailleurs. Ça ne nous faisait pas peur en fait. C'est comme si on était dans une cour de récréation en fait. Les gens avaient brisé la force des armes. Il y avait le général Étoile qui était là, qui est obligé d'être accompagné par 3 ou 4 gendarmes autour de lui, parce qu'il se disait, mais l'effet de masse, ces 1000 personnes auraient pu faire quelque chose en fait. Donc le message n'est pas, et aujourd'hui encore, par tout ce qui se passe, par toutes les actions, par les poursuites judiciaires, parce que je parle aujourd'hui, moi je n'ai jamais parlé parce que j'ai une affaire qui est toujours en instruction au Gabon. On veut me condamner pour crime contre la paix publique, hein. C'est équivalent de crime contre l'humanité. Pourquoi? Pour avoir collecté les données électorales, pour avoir fait, rendu service à mon pays en fait. On veut me condamner pour ça. Donc c'est pour ça que je n'avais pas encore parlé. Mais ils n'ont pas gagné. Donc les 2 premiers intervenants ont souligné, les victimes ce sont ceux qui sont tombés au sol, mais aussi ce sont ceux qui ont connu la prison. Et Karl, toi tu as connu la prison. Quand on est privé de ses droits, de l'expression, de la liberté d'expression, qu'est-ce qu'on ressent? Quelle rage on a? Est-ce que c'est une rage qui construit ou est-ce que c'est une rage qui déconstruit? Et je voudrais que tu ouvres ton témoignage aussi par rapport aux institutions internationales. Quand on est isolé, est-ce qu'à un moment donné on pense à l'ONU? Est-ce qu'à un moment donné on pense à l'Union européenne? Est-ce qu'on pense que son combat doit avoir nécessairement un écho à l'international? Parce que l'on vit dans un état de non-droit. Ok, merci de me donner la parole. Okay. Déjà, je tiens à préciser que quand vous arrivez à la prison centrale de Libreville pour la première fois,
vous ressentez tout de suite que un prisonnier d'opinion, il est pire qu'un individu qui a tué 10 ou 15 personnes. Vous êtes regardé de la part des autorités de la prison comme le pire des criminels de la terre. Et donc pour ça, vous avez un traitement spécial. Vous avez un regard spécial vis-à-vis des autorités pénitentiaires. Et tout de suite, vous avez le sentiment de mettre le premier pied en enfer. Effectivement, quand je suis arrivé en prison, je me suis dit, après toutes les tortures subies pendant 6 jours à la DGR, parce que la juge me disait que vous serez plus en sécurité à la prison centrale qu'en liberté, donc je ne vous accorde pas la liberté provisoire. Donc je me suis dit, là-bas, je vais respirer, parce que mon corps était abreuvé de toute forme de torture, physique et morale, et je me suis dit, j'aurai un petit répit. Et peut-être que grâce à la prison centrale, je vais éviter la mort. Effectivement, ce que je ne dis pas, c'est que mon domicile avait été plusieurs fois violé. Quand je parle de violation, c'est-à-dire des individus sont venus, ils ont jeté des bombes lacrymogènes, non pas des bombes lacrymogènes, des cocktails Molotov qui ont mis le feu, et le personnel de la maison a été mis en danger et tout le reste. Je passe un certain nombre de choses. Et alors quand j'arrive, donc j'arrive dans une cellule qu'on appelle le spécial B. J'étais juste voisin à Jean-Émile Yama qui est juste en face de moi, donc je parle un peu sous son contrôle. Là, je trouve le camarade Zibi qui est là, accompagné de pas mal de détenus syndicalistes et autres. Je me dis, je vais respirer. Malheureusement, la torture ne s'est pas arrêtée là. Voilà. J'ai passé 6 jours dans un cachot qui ressemble à la moitié de cette pièce. Nous étions à peu près une centaine. L'atmosphère à l'intérieur, c'est l'équivalent de la chaleur que vous pouvez ressentir derrière un split. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé derrière votre split, vous voyez un peu la chaleur qu'il y a. Alors, la cellule est organisée un peu comme les négriers de l'époque, c'est-à-dire qu'il y en a qui dorment au sol et puis il y en a qui dorment sur un espèce de ponton en planche. On ne voit jamais le jour. On ne voit jamais le jour. Il y a une ampoule qui est là pour éclairer plus de la centaine de personnes à l'intérieur de la cellule, et vous vivez comme ça matin, midi et soir. Évidemment, quand on vous envoie de la nourriture, pour ceux qui ont déjà mangé des aubergines avec le poisson fumé, en 2 minutes, en presque 3 minutes, c'est pourri. Alors là-dedans, nous sommes tous mélangés. Il y en a qui ont la tuberculose, il y en a qui ont diverses maladies, et on transpire comme si on avait tous fait un match de foot sans interruption. Et nous dormons les uns contre les autres. Les matelas sont remplis d'eau. Et je vous épargne les détails des rats et des souris qui sont devenus des fois nos amis parce qu'elles nous visitent en permanence. Sans oublier les odeurs fécales en permanence. Et pour, voilà l'atmosphère. Et pour tenir, quel espoir on se donne? Comment on arrive à se donner de l'espoir? Est-ce qu'on pense, on est dans un état de non-droit? On pense aux institutions internationales? On pense à sa famille? On pense à quoi? Alors, quand on arrive là, d'abord, on a envie de comprendre un peu ceux qui sont là avant. Donc, on pose des questions. Et c'est là que la première grosse frayeur arrive. Parce qu'il y en a qui vous disent que je suis là, ça fait 3 ans. Et je dis, tu ne peux pas être là depuis 3 ans. C'est pas possible. Vivre cette chaleur, cette grâce. Inutile de vous dire qu'à la prison centrale de Libreville, il n'y a pas d'eau. On vous donne un bidon d'eau par jour, ce bidon vous sert à tout. Donc, un type va vous dire, je suis là depuis 3 ans. Vous ne voyez pas votre famille, parce que moi j'arrive dans des circonstances assez particulières, dans la mesure où il y a eu, la prison après s'est explosée, puisque les prisonniers avaient... voilà, oui, il y avait tentative d'évasion. Donc, interdiction de voir les familles et les avocats n'avaient pas le droit d'avoir accès à nous. Est-ce que je pensais à l'ONU, à la communauté internationale? Je pensais qu'à une seule chose. Jean Ping n'a qu'à nous sortir de là très rapidement parce qu'on n'avait pas encore proclamé les résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. L'espoir était juste là. Mais vous dire que je me suis dit l'Union européenne, tout le reste, non. Je me disais juste, pourvu qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait un réveil patriotique de ces gens qui tiennent ces institutions pour enfin dire ce que les Gabonais ont voté le 27 août 2016. Oui.
Je te remercie pour ce témoignage et ces réflexions. Comme on a très peu de temps, et peut-être que dans la salle, il y a des questions précises, je voudrais, en guise de conclusion et rassembler vos propos, il y a eu ce 31 août, il y a eu une victoire, et cette victoire est extrêmement importante. Et en tout cas, moi, à mes yeux, peut-être pas certaines personnes dans la salle, mais cet événement-là est aujourd'hui toujours d'actualité, parce qu'il y a un homme qui a décidé d'être aux côtés du peuple, et cet homme-là, c'est Jean Ping. Il n'a jamais reculé, il a toujours dit qu'il était là, et aujourd'hui il est encore là, et si l'espoir demeure, c'est parce qu'il y a eu un 31 août, et c'est parce qu'il y a eu Jean Ping, le président Jean Ping, qui n'a pas reculé. Je me suis naturellement souvent attardée à son parcours, et vous savez tous qu'il a été président de l'Assemblée générale à l'ONU, et qu'en septembre 2005, son mandat se terminait par le sommet mondial, où il y avait de grandes réformes pour l'ONU, et où il a mené, face à 170 chefs d'État, oui, 177 chefs d'État, il a mené la réforme de l'ONU, et notamment dans cette réforme-là, il fallait mettre une définition sur le mot terrorisme, et dans la définition, à un moment dans la définition, il est dit ceci, et je crois que ça correspond exactement à ce qui s'est passé au Gabon le 31 août 2016. La prise pour cible et le meurtre délibéré de civils et de non-combattants ne peut être justifié, légitimé par aucune cause et revendication. Donc voilà, je voulais terminer par ces propos-là, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a eu le 31 août 2016 des civils, des non-combattants qui ont été victimes de la barbarie. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Et une partie des personnes qui sont dans cette salle étaient de l'autre côté. En février 2006, on a connu la même chose avec le saccage du QG de Pierre Mamboundou à ONG. En 2009, à Port-Gentil. Pourquoi au Gabon, les Gabonais refusent la cohérence? C'est-à-dire que les droits humains, ce n'est pas seulement quand je suis de l'autre côté. Les droits humains, c'est tous les jours. Les droits humains, c'est avec son fils, avec sa femme. C'est pas parce que je vais manger que je vais faire une absence de droits humains. Là, dans la salle, on a de nombreuses personnes qui accompagnaient Omar Bongo à cette époque. Sur les massacres, ils ne disaient rien. Et pourtant, en 1994, de nombreux compatriotes ont perdu la mort, ont perdu la vie dans le QG de Pierre de Mbabesol. Et une autre question, quand on regarde les images de Sylvie, que d'autres personnes pourront revoir sur Netinfo, c'est quand même bizarre que sur toutes les images, il n'y ait aucun homme de 50 ans. Pourquoi ce sont les jeunes qui meurent? Pourquoi ce sont des femmes de 50, 60 ans qui portent le corps mort d'un enfant? Ces images qu'on trouve sur YouTube. Où sont les hommes au Gabon? Les hommes d'un certain âge. Voilà. Pourquoi ce sont des femmes de 60 ans qui meurent dans les villes? N'a-t-il pas d'hommes au Gabon? C'est une question qui me tarote vraiment l'esprit. Pourquoi sur les images de mort, il n'y a que des femmes et des jeunes? Merci pour cette question. Moi, je ne suis pas un homme politique. Vous demandiez tout à l'heure pourquoi il y avait tant de jeunes. Mais la population de notre pays est composée aujourd'hui à plus de 60% de la jeunesse. Ce sont les jeunes qui ont une volonté, en fait, cette volonté de liberté. J'ai travaillé pendant les élections avec 1500 jeunes. 1500 jeunes. Au QG, les morts que vous avez vus, c'était des superviseurs, on les appelait comme ça, ils faisaient un boulot de scrutateurs, ou ceux qui faisaient la sécurité. La dernière personne qui est morte devant la porte, elle nous a dit en fait, je vais faire mon boulot de sécurité, fermez cette porte, jetez-moi les clés aux toilettes. C'était un jeune.
il est venu, avant qu'on trouve Bertrand Zibi, ils l'ont tué. Parce que nous, en fait, on est un peu sauvés parce qu'ils trouvent Bertrand Zibi. C'était leur cible, en fait. Ils voulaient le localiser. Mais la jeunesse a toujours été au cœur de tout. Vous parliez de 2009. Moi, en 2009, j'étais à Port-Gentil pendant qu'on me tirait. Mais je vous assure que la SOLU-QG n'a rien à voir avec 2009. En 93 ou 94 ou 1990, j'étais jeune. Mais la SOLU-QG, c'est un commando d'élite, étape par étape. On nettoie. On prend 20 hommes qui vont faire 5 étages. Dans 2 heures. Derrière, il y a 100 hommes qui viennent nettoyer, qui enlèvent les balles, qui ramassent le corps. J'ai jamais vu ça. Je ne vois ça que dans les films américains. Les SEALs. Ces gens étaient venus pour tuer. Et je vais pas avoir la prétention de juger sur les morts du passé. Mais ce que j'ai vu au QG, les gens que je voyais qu'on transportait, ce n'étaient pas les blessés. Parce que tous les hôpitaux du Gabon disent qu'au-delà de 19h, ils n'ont plus reçu des blessés. Mais alors, les gens qui ont été transportés à 4h du matin, ils sont allés où, en fait, ces gens? Personnellement, j'ai vu 8 filles prendre des balles. Mais combien d'images de filles avez-vous vu là? Combien de filles, en fait? Posez-vous la question. Vous avez vu combien de filles? Moi, j'ai vu 8 filles. J'étais au 4e étage. J'ai commencé au hall en face et j'ai fini à la cuisine. Mais la jeunesse, notre pays, c'est une richesse, en fait. Je ne vais peut-être pas répondre pour ceux qui étaient avant dans le système, mais je dirais que personne aujourd'hui n'était dans le système en 2016. Donc ça explique tout. En 2016, ça a été une ligne rouge. Pour moi, c'est une ligne rouge. Je vais encore vous dire pourquoi c'est une ligne rouge pour moi. Excusez-moi de prendre un peu de temps. Ils ont embauché une entreprise qui s'appelle Shield Africa. Shield Africa, c'est une entreprise spécialisée dans la cybercriminalité, en fait. Elle est basée à Praia, au Cap-Vert. Ce monsieur a été amené au Gabon en début 2016. Faire premier boulot, la désinformation. Vous commencez par désinformer. Ça ne vous rappelle pas Goebbels? On va commencer à dire toutes les richesses sont chez les Juifs. On vous crée un scénario, on vous dit ils étaient sûrs qu'ils allaient perdre. Ils étaient sûrs qu'on avait pris le dessus sur eux. Ils ont dit quoi? On va faire un truc simple. On va créer un scénario d'un hacker ivoirien. On va prendre des images aériennes et on va infiltrer le reste des jeunes qui font de la sécurité. Parce que nous, quand on m'a amené à la présidence de la République, j'ai vu que la moitié des jeunes qui faisaient la sécurité au QG de Jean-Pic, c'était tous des agents de services spéciaux. J'étais étonné. Je voyais des gamins de 20 ans, 21 ans, avec des blazers services spéciaux. Et j'ai compris qu'ils avaient programmé cet assaut-là. Quelle que soit l'issue du résultat. Pour eux, c'était un marqueur. Comme les éleveurs font pour leurs bêtes. Il fallait mettre un marqueur au fer rouge pour que tous les Gabonais, en fait, voient grandeur nature ce qu'on pouvait faire à un peuple qui réclame la liberté. Donc, la prochaine fois, si vous essayez, regardez ce qu'on a fait en 2016. Et les vieux, les jeunes, je ne sais pas, tout le monde, les jeunes étaient peut-être plus fougueux. C'est un peu comme en Afrique du Sud où les jeunes disaient aux vieux, mais pourquoi vous vous asseyez? Mais nous, c'est notre fougue qui nous a conduits au devant. Et regardez, moi j'ai ma mère qui m'a appelé, qui m'a dit, mais ça chauffe à Libreville, rentre un peu à ton hôtel, et ainsi de suite. J'ai dit, maman, je suis ici, j'attends les derniers PV de Franceville. J'attends les derniers PV de Franceville. Et même quand on travaillait, à 2 h du matin, quand ils sont arrivés à notre porte, on va casser, on est venu pour vous. Avec les autres, les filles criaient, on était une 50aine dans la salle du 4e étage, les filles criaient, nous on a dit non, on termine notre boulot. Si jamais on nous tue, mais on aura laissé toutes les preuves du monde. Donc pour moi c'est une fierté en fait. C'est une fierté, pas pour que les jeunes soient morts, mais que les jeunes de notre pays soient responsables. Vraiment désolé d'avoir monopolisé la parole, mais c'est ça quoi. Nos jeunes ne sont pas que des adeptes de la bière en fait. En 2016, les jeunes ont montré qu'ils avaient pris le pouvoir. Et je pense que même au sein de la diaspora aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont au devant en fait. Et ce n'est pas fini, voilà. La génération 96 arrive, la génération 2000 arrive, et ainsi de suite. Et on va les faire tomber. Merci. Avec les permissions, je vais vraiment être très, très bref. D'ailleurs, on a oublié de dire qu'on a été torturé par des expatriés. C'est important de le dire. Les militaires français ont tiré sur les Gabonais. Je dirais pas français. En tout cas, des militaires à la carnation plus claire que la nôtre. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que
En effet, pour répondre à la question de Ivan qui est pertinente, il faut faire un petit retour historique rapide, mais très rapide pour se souvenir que... 30 secondes. 30 secondes. On n'est pas là, on ne fait pas une compétition victimaire en ce qui me concerne. Moi, je ne suis pas un homme politique. Mais je pense que effectivement, c'est tout l'effort intellectuel que nos profs d'histoire et autres doivent faire. Quand on recule toujours jusqu'en 93, parce qu'effectivement, c'est le retour aux élections multipartites. Mais en effet, quand on lit un peu, il y a 64. Ceux qui ont été tués, notamment au camp Baraka, parce qu'ils avaient fait un coup d'État sans effusion de sang, c'était des jeunes. À cette époque-là, ils étaient très jeunes. Mais on peut faire un bond en arrière encore plus long. Se souvenir de la bataille de Mundong, à Oyem, quand l'Allemagne voulait reprendre la province qui était la sienne à l'époque. Ce sont des jeunes qui se sont battus. On peut aller à Lastroville, dans les années 1800. Là, on est sur Sabrandon-de-Brazza, je crois. Ce sont des jeunes gens, Bawanji et Adouma. Adouma, c'est ça? Oui, c'est Adouma. À Lastroville, qui ont résisté, qui se sont opposés. Donc, de tous les temps, par tous les temps, mai 68, ce sont les jeunes, ce ne sont pas les retraités qui ont fait mai 68 en France. C'est pour dire que les jeunes prennent leur part, en effet. C'est peut-être pas assez dit, mais il faut rappeler que le plus important, c'est que nous sommes dans un État, malheureusement, liberticide, et juste par parallélisme des formes, puisque depuis tout à l'heure, notre bien-aimé médiateur cite pas mal prend pas mal de citations occidentales. Moi, j'aimerais bien finir sur une citation d'un Afro-Américain, parce que les Africains aussi ont un peu d'intelligence. Et c'est quelqu'un qu'on a plus ou moins tous lu, qui s'appelle Malcolm X, qui disait « Personne, enfin, je le cite, on ne peut dissocier la paix et la liberté. Parce que personne ne peut vivre en paix s'il n'est libre. » Je voulais finir par ça. Merci.